En tout cas, bonjour encore les mamans. Les autres vont nous suivre. L'activité de ce jour se nomme réflexions, l'atelier des réflexions sur l'apport et le rôle de la femme politique de la diaspora au sein des partis politiques en prélude des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'abord de partage d'informations électorales avec les femmes politiques pour booster leur participation au processus électoral. Après que la CENI ait annoncé l'enrôlement des déplacés internes et congolais vivant à l'étranger. L'activité de ces jours poursuit comme objectif de contribuer à la forte participation des femmes au processus électoral. Et parmi les résultats que nous voudrons avoir, nous voudrons qu'au moins 80% des femmes de la diaspora, les femmes politiques de la diaspora soient informées sur le processus électoral en général et que leur capacité d'action soit consolidée à travers les bonnes stratégies à mettre ensemble pour que leur participation à ce processus soit effective. Voilà un peu j'ai brossé en quelques lignes les contextes et puis annoncé les objectifs que nous tenons à avoir par rapport à cet atelier. Alors, sans plus tarder, puisque nous sommes vraiment courant derrière les temps, je vais directement passer la parole à Monsieur Gérard Bicamou. Il est membre de la plénière de la CENI. C'est avec lui que nous allons brosser l'état de lieu du processus électoral en cours. Donc, avec lui, il va nous parler ce que la CENI a déjà fait, ce qu'il compte faire pour les différentes opérations qui pourraient se faire. Donc, et puis voir comment est-ce que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, surtout ceux de la diaspora que la CENI avait lancé, dissipé, comment ça va se faire et comment est-ce que la femme politique de la diaspora peut, contribuer efficacement pour que la forte participation de la femme soit effective pendant ces processus. Sur ce, je lance directement, je donne la parole à Papa Gérard. Papa Gérard, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je salue d'abord toutes les femmes qui sont en ligne, qui sont sur cette plateforme. Je loue et j'encourage votre initiative à pouvoir réfléchir au loin où vous vous trouvez par rapport à notre pays pour l'implication massive et efficace de la femme dans le processus électoral. Avant de commencer, j'aimerais dire que j'ai été effectivement sollicité à prendre part à ces réflexions avec des idées émanant de la CENI, mais j'ai dû requérir l'autorisation du président de la CENI qui, en fait, était tout à fait content d'entendre que les femmes, au niveau parmi les Congolais vivant à l'étranger, réfléchissent déjà sur leur implication dans le processus électoral. Donc, le président Denis Kadima Kazadi, au nom de qui j'ai participé à cette réflexion dans cette plateforme, est tout à fait content, tout à fait intéressé par vos réflexions et aimerait que vous puissiez maintenir le contact avec l'institution quant à vos réflexions et à votre accompagnement pour une implication effective et efficace dans le processus électoral. Alors, si je comprends bien, vous m'avez demandé d'intervenir sur, en fait, l'état des lieux de la CENI, ce que nous avons déjà fait, mais précisément, vous parlez du processus de l'identification et enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Je n'ai que 30 minutes tel que j'ai vu. Je vais aller de façon assez, en fait, que dirais-je moi, laminaire ou encore de façon tout à fait inventorielle, vous donner certaines réalisations de la CENI jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons pris possession de l'institution 28 mois après la fin du mandat de l'équipe qui nous précédait. Après un altérinement qui a eu lieu le 16
octobre par l'Assemblée nationale, suivi de l'investiture par le président de la République le 21 octobre. Et le 26 intervenait notre prestation de serment. C'est alors que nous prenions possession des travaux au niveau de l'institution. Jusque-là, nous avons fait pratiquement. Nous avons eu à faire l'imprégnation. Et l'imprégnation, c'était pour nous immerger pendant mes différents éléments en rapport avec les opérations électorales, en rapport avec la logistique électorale, en rapport avec l'organisation administrative de l'institution. Ce qui fait qu'aussitôt sorti de cette imprégnation, le 3 février, nous avons eu à publier la feuille de route de la CENI, laquelle feuille de route nous donne des éléments, en fait, les éléments opérationnels selon les périodes, parce qu'en fait, il faut ici faire la différence entre feuille de route et calendrier électoral. Le calendrier donne des dates précises de la mise en œuvre des différentes opérations, alors que la feuille de route donne les périodes indicatives, sans aller dans les détails des dates, de la mise en œuvre de ces périodes et de ces opérations. Pour le moment, il faudra dire que lorsque vous faites l'évaluation, effectivement, en suivant la feuille de route, les gens ont tendance à penser qu'on est en retard, mais sur base de notre projet de calendrier, nous sommes dans le bon et nous pensons que nous allons tenir à la date, en tout cas à la période de décembre 2023 pour l'organisation des élections. J'insiste parce que c'est une question qui taraude un peu les esprits. Nous recevons ces préoccupations de part et d'autre. Même au niveau international, nous persistons et disons que le glissement, ça signifie que le dépassement de décembre n'est pas sur notre agenda. Nous tenons à organiser les élections en décembre 2023 et pour tous ceux qui ont suivi le président de la République dans l'interview qu'il a accordée à RFI 24, vous avez pu entendre que le président de la République insiste sur l'organisation des élections en décembre 2023 et pour ça, il accompagne en suivant les efforts que le gouvernement doit déployer pour le financement du processus. Après la feuille de route, nous avons eu à mettre en place la politique genre. Ça devra vous intéresser. La CENI a déjà une politique genre et élection, genre et diversité électorale. En fait, c'est un peu l'implication de toutes les diversités vulnérables dans le processus électoral. Et outre les femmes, nous avons les jeunes et nous avons les personnes vivant avec handicap. Cette politique va être publiée d'ici là, mais il y a déjà des cas de concertation femmes et élections qui sont très opérationnels, très actifs d'ailleurs, plus que tous les autres cas de concertation. Et donc, la CENI tient à cela, et ce qui fait que la CENI, d'ailleurs, pour faire exemple, a adjoint une femme, c'est maman Marie-Josée Kapinga, qui est la Sénat, et en plus, nous sommes en train de penser comment avoir une direction genre et élection pour que la question genre soit au centre de nos réflexions et au centre des opérations électorales. Il faudra noter que d'ici là, nous sommes en train au niveau de la CENI de penser à avoir un plan opérationnel, en tout cas focalisé sur le genre et élection. Et outre cela, nous avons eu à doter pour la première fois, d'ailleurs, il faut le dire, à l'institution d'un plan stratégique électoral 2022 plutôt 2027. Et ce plan stratégique intègre 5 axes. Parmi les 5 axes, il y a un axe important, le 4e d'ailleurs, c'est l'axe inclusion électorale qui concerne bien sûr l'implication de la femme, des jeunes et des personnes vivant avec handicap dans l'élection. Outre cela, nous sommes allés, outre le lancement des cas de concertation et toutes les activités transversales, nous avons lancé la première grande opération, c'est celle de l'actualisation des cartographies opérationnelles. Cette opération venait de se clôturer au jour d'aujourd'hui. Après centralisation, je dois vous dire que nous aurons plus de 22 000 centres d'inscription. Et ça, si nous ajoutons avec les centres d'inscription qui vont être sélectionnés bientôt au niveau de la diaspora, nous allons avoir alors 5 autres centres d'inscription ou un peu plus de 5. Sur le plus devra un peu augmenter. Fini l'actualisation de la cartographie,
Et il faudra dire alors qu'il y a la grande opération que nous sommes en train de préparer, c'est l'opération de la révision du fichier électoral. La CENI regarde différents défis du fichier électoral 2018 avec l'histoire des doublons, avec l'histoire des électeurs sans empreinte, avec l'histoire des électeurs qui ont eu à falsifier la carte d'électeur parce que les kits électoraux avaient été volés et se retrouveraient dans beaucoup de pays de la frontière ici. Et donc, beaucoup de gens, beaucoup de personnes non congolaises se sont appropriées ces machines produisant des cartes pour pouvoir entrer au Congo comme Congolais alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons dit que face à cela, d'abord, il faut l'option de la refonte totale du fichier électoral. Donc, nous n'allons pas faire la simple révision, nous allons refondre le fichier électoral en reprenant les choses de manière à inclure d'abord, les nouveaux majeurs, deuxièmement, de manière à élaguer tous les morts de la période, à élaguer tous ceux, évidemment, qui sont allés, tous qui ne peuvent plus voter, qui sont, que dirais-je moi, qui sont en conflit avec leur citoyenneté politique, étant donné qu'ils ont été condamnés par une décision, une quelconque décision judiciaire, ceux-là devront être élagués. Nous allons réactualiser tous ceux qui se sont déplacés, qui se trouveraient dans d'autres provinces que celles où ils étaient avant. Nous allons réactualiser tous ceux qui se trouveraient en déplacement interne par le fait de la guerre qui menace, par le fait de rébellions qui menacent surtout l'Est du pays. Maintenant, je vois notre président Paul Nsapo est là, il comprend bien cette situation. Il pourrait davantage informer que c'est maintenant, à travers presque plusieurs provinces, nous avons Kwamut qui aujourd'hui subit les affres des menaces avec ce qu'on appellerait entre guillemets conflits intercommunautaires. Encore faut-il voir si ce sont vraiment des conflits. Nous avons le Kasaï central avec Kamouina Nsapou qui fait une immigration et un déplacement à l'interne vers Kikwit. Aujourd'hui, nous comptons pratiquement plus de 40 000, en tout cas, déplacés internes venant de Kasaï pour Kikwit et ils sont basés là-bas. Nous avons aussi dans le Bandundu où il y a un certain nombre de problèmes. Alors, toutes ces questions-là déplacées internes, il est important que nous puissions voir cela avec la réforme du fichier électoral. Outre cela, nous avons eu à lancer un grand marché, le marché pour l'acquisition des kits. Il y a eu plusieurs soumissionnaires, des firmes qui ont soumissionné, mais il faudra dire qu'après sélection, on avait retenu 6 firmes et lorsqu'ils sont venus faire la démonstration de leur spécimen de machine ou encore de leur prototype, nous avons pensé que le marché devait être attribué à Miru System qui a pu faire une bonne démonstration et qui a pris en compte toutes les spécifications de notre document d'appel de marché. Et finalement, Miru System s'est vu attribuer le marché, le contrat a été signé et aujourd'hui, ils sont en train de produire les kits que nous allons utiliser. J'ai la joie de vous annoncer que le prototype de kit produits par Miru System nous ont été envoyés. 4 kits nous avaient été envoyés. Nous les avons réceptionnés le 18. Le 19, ils étaient déployés. D'abord dans des provinces, nous avons choisi 4 antennes compte tenu du temps, parce que si nous devons faire un test pilote, ça signifie que nous devrons faire un test dans beaucoup de provinces en lançant le processus d'enrôlement de manière à voir comment ça va fonctionner. Mais nous avons opté de faire le test grandeur nature en choisissant 5 sites qui représentent en fait la plupart des conditionnalités exigées pour que nous puissions évaluer l'efficacité et la performance des machines. Nous avons choisi l'antenne de Luozi, l'antenne de Mbazangungu, l'antenne de Lingwala et l'antenne de Maluku. Moi-même, qui vous parle là, je rentrais depuis 2 jours de Luozi où nous avons été tester ce kit et nous pensons que ça fonctionne bien jusque-là. On peut être capable d'enrôler l'estimation de plus de 40 électeurs par jour de manière à ce que nous soyons capables d'atteindre l'estimation de près de 49 millions d'électeurs que la CENI compte enrôler cette fois-là, étant donné qu'en 2018, il y a eu 40 millions d'électeurs. En 2011, il y a eu 32 millions d'électeurs. En 2006 plutôt, 24 millions d'électeurs. Donc, chaque fois, il y a un accroissement d'à peu près 8 millions d'électeurs. Et ça, ces estimations s'avèrent effectivement assez réalistes, étant donné qu'avant de faire cela, nous avons réuni un groupe de scientifiques et d'experts. Il y a eu des statisticiens, des géographes, des démographes,
des sociologues, anthropologues, économistes et des experts réflexion sur des estimations du nombre d'enrôlés qu'il faut avoir pour ces cycles. Et avec calcul de probabilité, calcul statistique, nous avons pensé qu'on devait avoir au moins un additif de près de 8 millions, ce qui fait que nous avons estimé un peu plus à près de 40 millions de lecteurs que nous allons enrôler. On pourrait faire plus, on pourrait faire un peu moins, mais l'essentiel en est que nous puissions rester dans la dimension, dans la marge normale, rationnelle, c'est de 8 millions. Et après cela, puisque nous avons déjà testé les kits, aujourd'hui, depuis hier, les kits sont sous test grandeur nature. Nous avons fait accompagner ces tests grandeur nature des activités de cas de concertation et sensibilisation en attendant que le grand programme d'information et sensibilisation électorale soit lancé dans quelques semaines, mais aussi des cas de concertation qui devront fonctionner. Alors, je voudrais maintenant attaquer le second aspect. Je vous ai donné là succinctement quelques réalisations que la CENI a eu à faire de manière à avancer tout bonnement et doucement avec, évidemment, il y a quelques défis, mais nous essayons, tant mieux, bon gré, mal gré, de réaliser ces défis, mais nous sommes confiants. Nous pensons que nous allons arriver à terme, au mois de décembre, à organiser les élections. Maintenant, pour ce qui est de l'identification des Congolais résidant à l'étranger, il faudra d'abord vous dire que c'est la loi de 2016, la loi portant identification et enrôlement des électeurs de 2016 qui nous donne en fait la latitude ou encore le quitus de pouvoir enrôler les électeurs des Congolais résidant à l'étranger. C'est la loi dans leurs articles 8, alinéa 2 et 3 et article 10, alinéa 2, 3, 4 qui nous donne la latitude, qui nous donne la permission, qui nous autorise à enrôler les Congolais résidant à l'étranger. Il faudra dire que cette loi est en vigueur 2016, mais il s'est fait que pour les élections 2018, compte tenu des contraintes techniques, compte tenu de la pression du temps que la CENI, devait affronter, compte tenu du fait qu'il y avait de nombreux problèmes au niveau des contacts avec le monde international, on a eu à faire un moratoire qui avait été signé par l'Assemblée nationale le 27 juin 2018. Ce moratoire-là, il suspendait en fait l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. On a eu à introduire l'article 55 ter qui faisant recours aux articles 8, alinéa 2, 3 et article 10, alinéa 2, 3, 4 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs en suspendant l'enrôlement des électeurs compte tenu des contraintes que je venais d'évoquer de façon un peu préliminaire. Alors, puisque la suspension, le moratoire était donné seulement pour le cycle de 2018, pour le cycle de 2023, nous avons donc l'obligation de procéder à cet enrôlement, étant donné que la loi, en tout cas, la loi nous en donne mandat, mais aussi que la loi nous fait obligation de procéder à cela. Ce qui fait que nous avons déjà mis en place les mesures d'application, pour la loi portant identification et enrôlement des électeurs, tout comme aussi il existe des mesures d'application déjà pour la loi électorale qui sont déjà là. C'est à la Cour constitutionnelle, ça devra être publié d'ici là et mis à la disposition de l'ensemble des parties prenantes et de la population. Et donc, par rapport à cela, la CENI, en analysant le contexte, les enjeux géostratégiques, en analysant les enjeux sécuritaires du pays, en analysant les contraintes tout autant techniques, tout ça du pays, la CENI a décidé évidemment, en échangeant aussi avec le gouvernement, de faire le choix de 5 pays où devront se passer l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Et les 5 pays sont notamment, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Nous avons hésité et évité de prendre les pays limitrophes étant donné le problème de frontières et le problème sécuritaire que nous vivons aujourd'hui. Alors, en quoi va consister cet enrôlement? Pour aujourd'hui, il y a déjà des équipes qui sont dans tous ces pays-là pour le repérage. Le repérage, avant de lancer l'enrôlement de ces pays, je vais prendre 3 minutes pour chuter. Nous avons donc d'abord ces équipes qui aujourd'hui, il y en a qui sont en Afrique du Sud, aux États-Unis,
déjà aussi, je crois en Belgique, une équipe devra déjà être là la semaine prochaine au Canada, mais aussi en France. Ces équipes devraient recueillir des informations pour permettre les conditions d'accueil des pays hôtes, notamment la garantie de sécurité de ces opérations, mais aussi les modalités d'entrée du matériel informatique, les kits électoraux, dans ce pays. Mais aussi, ils vont évaluer les possibilités, négocier les possibilités du transfert des informations qu'on va collecter. Parce que quand on aura collecté, il faudra transférer cela électroniquement par l'INTIC, mais il faudra que le pays qui nous accepte puisse autoriser, mais en même temps aussi prendre des contacts avec ce pays, qu'ils acceptent que l'enrôlement puisse avoir lieu. Et ça, je dis là, parce que vous avez aussi la latitude et l'obligation de faire un plaidoyer auprès des pays qui vous ont accueillis, de manière à accepter que cet enrôlement puisse avoir lieu. Mais aussi estimer la capacité d'accueil des ambassades où devront être installés les centres d'inscription des électeurs pour les Congolais résidant à l'étranger. Obtenir aussi les statistiques approximatives des Congolais qui sont concernés par cet enrôlement, mais aussi recruter des centres d'inscription à ce niveau-là, parce que les membres devront être effectivement des Congolais résidant à l'étranger, question de leur octroyer quand même une possibilité d'avoir un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Mais en plus, là, il faudra voir que dit la législation sociale de ce pays par rapport au salaire, aux primes qui devra être versées à ces membres des centres d'inscription qui seront utilisés, donc pour la rémunération. Mais aussi solliciter de ces pays d'accueil la protection du matériel qui sera installé à ce niveau-là. Et donc, comme je l'ai dit, obtenir l'autorisation de la transmission des données qui seront collectées. Alors, pour vous qui serez là-bas, vous devrez présenter 2 documents suivants. Soit vous présentez votre passeport qui sera en cours de validité, soit vous présentez votre carte consulaire, mais muni, soit de votre permis de séjour. Donc, si vous présentez le passeport avec votre permis de séjour, si vous présentez la carte consulaire, mais aussi avec votre permis de séjour, encore le document qui vous autorise de pouvoir séjourner dans ce pays-là. Ce sont les documents que vous allez présenter lorsque vous devrez vous faire enrôler. Et si vous vous faites enrôler à ce niveau-là, vous avez la latitude de revenir dans le pays puisque vous n'allez à ce niveau-là élire que le président de la République. Mais si vous voulez poser candidature au niveau des autres institutions, au niveau législatif et provincial et national, vous serez appelé à rentrer au pays. Moyennant votre carte, vous posez votre candidature dans les conditions requises par la loi. Et il y a aussi la mobilisation qui devra se faire et la sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement. Et là, nous allons faire recours aux associations existantes des Congolais vivants et résidant à l'étranger pour qu'eux-mêmes puissent mobiliser leurs pairs à pouvoir se faire enrôler. Je crois qu'avec ça, je vous ai donné succinctement les informations dont vous avez besoin pour que vous soyez davantage impliqués dans le processus électoral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Gérard. Merci pour votre brillant exposé. Voilà, on va prendre une série de questions-réponses. J'avais demandé à ce que les mamans qui participent puissent écrire ou alors poser. On va ouvrir vos micros pour que vous posiez des questions directement à Papa Gérard. Et puis, il va essayer de répondre. S'il y a des questions, levez votre main, on vous accorde la parole. Marie, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux parler? Oui, président, vous pouvez parler. Merci. Appelez-moi M. Paul. Paul. Alors, félicitations d'abord. C'est le président. C'est le président de tous les enfants. Félicitations. Je vais vous dire que c'est mon encadreur, hein, vous savez. Il est aussi mon président, mon encadreur. Quand il quitte le pays en 2004, il était président du cadre de concertation avec la société civile. Et voilà. Comme il m'a formé, c'est moi qui l'ai remplacé. Donc, vous comprenez, c'est mon encadreur. Je suis fier de lui. D'accord. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Félicitations et courage. Merci. Nous vous soutenons.
je suis personnellement très content de voir que Banavakoli, les autres sont à la CENI, les autres sont dans l'accompagnement. Oui. Donc, c'est juste pour vous encourager et de vous dire aussi que la Ligue des électeurs est sur terrain. Exact. Et vous avez suivi quelques activités. Et le taux de participation des femmes et des jeunes à l'activité du musée était aussi important. Et je pense que nous allons aller dans ce sens-là. Alors, présentement, je suis à Genève, à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. On doit sortir une résolution. Et le thème qui était abordé, c'est le droit de l'homme en général, la situation de l'Est, le mécanisme de lutte contre l'impunité, la corruption et également le processus électoral. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que la société civile pense? Et il fallait que je tienne des réunions parallèles pour informer ce beau monde que voilà, le processus électoral a pris de l'envol. Mais il y a bien sûr quelques défis à relever et ensemble, si nous sommes vraiment décidés à avoir les élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en décembre 2023, je crois que nous allons y parvenir. Alors, maintenant, je félicite Gérard qui a fait un exposé intéressant et qui nous briefe où on en est avec le travail de la CENI. Alors, nous sommes très, très contents, mais j'ai l'impression que pour le cadre de concertation, et c'est ce que nous avons dit en tant que ligues électeurs lorsque la CENI nous recevait dernièrement, qu'il faut absolument travailler encore sur les cadres de concertation, puisque l'expérience que nous avons de ces cadres de concertation, depuis que nous avons eu tous les cycles que vous connaissez, avec l'abbé Apollinaire Malouma, loupé à son âme, nous avons copié, nous nous sommes inspirés de ce qu'avaient été les élections sud-africaines. Et avant cela, les négociations sud-africaines, j'y avais participé. Et ensemble, on nous a conseillé de créer des cadres de concertation. Revenus chez nous, nous avons appliqué cela. Et malheureusement ou heureusement, il y a eu une suite qui n'était pas du tout bonne. Mais la première expérience était bonne parce que en ce moment-là, on avait un cadre de concertation presque unique et qu'on pouvait étaler en sous-cadre de concertation spécifique, gender et élection, genre et élection, handicapés, jeunes et consorts. Alors, maintenant, on voulait aller vers une expérience qui pourrait aussi rassurer, faire un autre cadre, par exemple, le cadre des organisations à thématique électorale avec la CENI. Malheureusement, avec les Congolais résidant à l'étranger de manière à ce que l'on sache quels sont les défis auxquels il faudra répondre pour réussir cette opération d'identification et enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Voilà, je crois que ce sont les éléments que je peux prendre. Ce n'est pas difficile de les contacter. Il suffit de se référer à l'ambassade. Vous aurez leur contact, mais aussi de se faire enregistrer pour participer au cas de concertations qui auront lieu. Merci beaucoup. Oui, Maître Rosie, vous pouvez parler. Maître Rosie, vous avez la parole. Oui, bonjour. Non, je parle de Maître Rosie.
Allô? Allô, on vous écoute, Maître Rosie. J'avais une préoccupation. Je voulais savoir, est-ce que l'enrôlement de la diaspora se fera en même temps que nous ici au RDC? Je voudrais aussi savoir, vu tout ce que l'intervenant vient de dire, il y a des procédures administratives, il faudra les il faudra savoir combien de personnes travailler là-bas. Est-ce que la CENI sera en mesure de mettre toute la procédure administrative? Il pourrait faire l'enrôlement de la diaspora. Je pense qu'il va falloir que vous puissiez reprendre pour moi les préoccupations de Maître Rosie parce que je ne l'ai pas bien saisi. Hein. Il sortait très entrecoupé. Maître Rosie, vous pouvez répondre parce que même moi, j'ai du mal à capter votre message. Allô, vous m'entendez maintenant là? Oui, ça va. Ma première préoccupation était de savoir, est-ce que l'enrôlement Congolais de la diaspora sera en même temps que nous, au RDC? Et si tel est le cas, est-ce que la CENI sera en mesure d'installer les centres d'enrôlement dans le pays là où se trouvent les Congolais de la diaspora à temps? Parce que j'ai entendu parler l'intervenant tout à l'heure dire que non, voilà, il y a des procédures administratives, il faut savoir combien il faut payer, les gens qui vont travailler là-bas, etc. Est-ce que la CENI sera vraiment en mesure de mettre en place toutes ces procédures administratives à temps pour permettre aux Congolais de la diaspora de s'enrôler au même moment que nous ici en RDC? C'est ça mes préoccupations. Ah, mais il faut activer les sous-sous. Ouais, j'espère que tu es... Est-ce que je peux lui répondre? Papa Gérard, vous avez compris la question de Maître Rosie? J'espère que j'ai à peu près quelque chose. Alors, elle voudrait... Coupez les sons, s'il vous plaît. On laisse la parole à Papa Gérard pour qu'il réponde. Et puis, nous avons la question. Maman ni ezaka kande wana bano tozo bota lelo bangonde bato bayebi informatique malamu. Vraiment. Je vais reprendre deux préoccupations ya madame ya maître Rosie hein. Oui. J'espère que je l'ai saisi. Elle voudrait savoir si l'enrôlement de Congolais résidant à l'étranger se passera au même moment que celui des Congolais résidents en fait des Congolais qui sont au pays. Oui. Deuxièmement, elle voudrait aussi savoir si nous serons à même, au vu de toutes les préoccupations administratives, de réussir cela parce qu'il faudra recruter, faire ceci, cela, parce qu'elle estime que ça devait être préparé quand même longtemps avant. Alors, quant à si j'ai bien saisi en fait ce qu'elle voudrait savoir, quant à la première préoccupation, peut-être que j'ai omis de vous dire que l'enrôlement se passera en 3 heures d'intervention. Il y a 3 heures d'intervention. Et dans chaque heure d'intervention, l'enrôlement durera 2 mois. 2 mois. Pour maintenant, pour cette fois, l'enrôlement va commencer dans les provinces de l'Ouest. Ça signifie, vous prenez Kinshasa, les provinces de l'Ouest. En décembre, on va déjà lancer l'enrôlement dans les provinces de l'Ouest, notamment à Kinshasa, au Congo central, dans le Grand Bandundu. Là-dedans, vous avez Kwilu, Maïndombe, Kwango, l'Équateur, le Grand Équateur, sauf la Mongala, sauf la province de la Mongala, où nous n'avons pas encore maîtrisé certains défis, certains paramètres avant que ça commence. Donc, première ère opérationnelle, c'est l'ouest du pays, l'ouest du pays. Deuxième ère opérationnelle, c'est le centre du pays, le Grand Kasaï, toutes les provinces du Grand Kasaï.
Alors, troisième aire opérationnelle, c'est l'Est du pays. Et c'est au niveau de la troisième aire opérationnelle que l'on va lancer l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Alors, comment ça va se passer? Nous lançons en décembre à l'ouest du pays et après 2 à 3 semaines, quand on va observer comment ça se passe, tout de suite après 2-3 semaines, si ça évolue très bien, on lance dans la deuxième aire opérationnelle, alors qu'au niveau de la première aire opérationnelle, les choses seront en train de continuer à se faire. Après avoir observé 3 semaines ou 1 mois durant, ça évolue bien au niveau de la deuxième aire opérationnelle, on lance à la troisième aire opérationnelle et c'est alors qu'on va lancer aussi au niveau des Congolais résidents à l'étranger. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que cette fois-là, chaque province va avoir ses propres kits. Va avoir ses propres kits et les kits seront personnalisés. Ça signifie qu'un kit d'enrôlement des électeurs déployé à Kinshasa ne pourra nullement être déplacé pour le Kwilu, ni pour le Kwango, ni pour le Congo central. Les kits du Congo central vont rester au Congo central. Les kits du Kwango restent au Kwango. Les kits de Kinshasa restent à Kinshasa. Rien ne pourra se déplacer pour aller ailleurs. Ce qui fait que ça va nous faire gagner en temps parce que c'était l'un des problèmes que nous avions rencontrés avec les enrôlements antérieurs. C'est le déplacement des kits. Maintenant, nous avons commandé les kits de telle sorte que chaque province, au niveau de toutes les antennes, au niveau de tous les centres d'inscription, les plus de 22 000 centres d'inscription, chaque centre d'inscription puisse avoir ses kits. Donc, vous aussi, au niveau de l'étranger, dans les 5 pays, il y aura des kits personnalisés pour le pays. Les kits destinés à la Belgique ne pourront pas aller en France. Les kits destinés à la France ne pourront pas aller au Canada, ainsi de suite. Nous avons donc fait des choses de manière à ce que ça soit personnalisé. Ce qui fait que toutes les questions administratives sont en train d'être étudiées. Nous avons déjà commencé des contacts depuis bien longtemps avec notre ministère des Affaires étrangères, qui a commencé des contacts avec les pays hôtes où vont se passer l'enrôlement pour voir un peu quelles sont les questions administratives auxquelles il faudra apporter des solutions. Et les missions de repérage vont effectivement aussi pour continuer à avoir sur place des situations, des préoccupations administratives qu'il faudra résoudre pour que les choses se passent très bien. Nous sommes, en fait, nous sommes très optimistes. Nous pensons que nous allons nous en sortir. Nous n'avons pas voulu prendre beaucoup de pays justement parce que c'est expérimental. Je crois que c'est au prochain cycle qu'on pourra voir comment le premier cycle ici va évoluer et voir élargir à d'autres pays en attendant que l'on puisse aussi voir comment résoudre ces problèmes au niveau de nos différentes 9 frontières. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Odia, Hilda Odia. Vous avez 1 minute pour poser la question parce que nous sommes en train de gérer vraiment le temps. Donc, je donne une minute à Madame Odia. Vous posez votre question et sera suivi de la question de Madame Curie qui posera aussi sa question pendant 1 minute. J'accorde aussi la parole à Madame Joël Judith Salo pour 1 minute aussi. Et Maman Chantal aussi parlera pendant 1 minute. Enfin, les noms, je n'ai pas vu. Maman Monique, je crois, qui parlera aussi pendant 1 minute. Vous n'avez que 1 minute pour poser la question parce que le temps n'est pas à notre... Madame Odia, vous avez la parole. On va attendre les questions. On va attendre les questions que les gens posent. Madame Odia. Madame Odia n'est pas là. Moi, je peux poser ma question en attendant. Ok. Je suis là. Madame vous m'écoutez? On vous écoute. Posez votre question résumée dans 1 minute, s'il vous plaît. Comme ça, Papa Gérard oui, merci beaucoup. Et répondre une fois pour toutes. Merci beaucoup, Maître Marie, de m'avoir accordé la parole. Merci. Vous êtes la présidente du Forum des femmes engagées. Merci pour cet accompagnement que vous avez bien voulu à notre demande. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, voilà,
Par rapport à l'exposé du représentant de la CENI, on voit qu'il y a beaucoup de matière. Mais le temps qui nous est imparti, moi, en tant que présidente de la Ligue de femmes de Essor, de la République, on a beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser, mais là, comme le temps n'est pas à notre faveur, donc j'aimerais aller directement à l'essentiel, à ce qui nous concerne. Les élections nous concernent, mais aussi le rôle de la femme dans les partis politiques, plus précisément notre parti politique qui est un jeune parti politique. Donc, on n'a pas assez d'outils ou des armes pour affronter le monde politique. Ma question est de savoir, nous avons besoin des outils nécessaires, c'est ça notre objectif pour cet atelier, que nous puissions avoir des outils nécessaires en tant que femmes politiques pour que nous puissions à notre tour aller convaincre les autres femmes qui hésitent encore à se lancer dans la politique. Ma question est de savoir, nous en tant que jeunes femmes qui avons débuté ces combats politiques, comment votre forum va procéder pour nous accompagner dans ces processus électoraux qui pointent à l'horizon? Ça, c'est la question que je vais poser à la présidente du forum. Mais pour le représentant de la CENI, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. J'aimerais savoir pour les kits, comment va se procéder l'acheminement des kits dans la diaspora. 2023, c'est déjà demain. Est-ce que les élections en République démocratique du Congo vont se tenir dans le délai? Merci beaucoup. Je prends Madame Marie Curie. On va prendre une série de questions comme ça et puis on laisse la latitude aux intervenants de répondre une fois pour toutes. Madame Marie Curie, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, maître. Merci et bonjour, bonjour à tout le monde. C'est que je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, voilà. Merci à tout le monde. Merci pour Monsieur Gérard qui a exposé. Et comme il vient de le dire, le temps n'est pas assez... donc, il y a beaucoup de choses à dire. Tout ce que moi, je voulais savoir, c'est dans 13 mois, ça sera le décembre 2023. Est-ce que tout sera fait pendant 13 mois? Mais pensez-vous pas que c'est très facile à parler, à acheminer des kits, à voir ceci, à faire cela. D'abord pour l'enrôlement, tout le Congo et la diaspora aussi, sans oublier. Et je voulais aussi ajouter ceci. J'étais en Danemark au mois d'août. J'ai vu beaucoup de Congolais là-bas qui m'ont posé cette question-là. Donc, eux, ils attendent que ça s'enrôler et puis voter. Mais quand M. Gérard a parlé, il a parlé que de 5 pays. Et les autres pays, quelle communication vous avez préparée pour dire à ces pays-là? Parce que les gens attendent. Ça fait un moment que les Congolais n'ont pas voté et nous attendons cela. Est-ce que vous avez préparé une communication par rapport à ça? Merci, maman. Et une troisième préoccupation. Oui. Un instant. Une troisième préoccupation, je voulais savoir quelle communication encore ils ont mise en place pour informer les Congolais qui veulent, par exemple, ici en Belgique, qui veulent aller se faire enrôler à l'ambassade. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Madame Joé Salo. Maman Joé. Oui, je suis là. Bonjour et merci. Ma question, c'est à M. Gérard. Nous savons que la culture politique des femmes et leur aptitude numérique est moindre que les hommes. Quel mécanisme le CENI a mis en place pour atteindre plus facilement les femmes et beaucoup de femmes que les hommes, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes canaux de communication, en tout cas pas dans la même proportion?
Merci beaucoup. Je passe la parole à Maman Chantal Kabea. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde, merci pour la parole. Je suis en Afrique du Sud. Ici, je m'adresse à Papa Gérard. Nous avons une réalité ici en Afrique du Sud. C'est par rapport à l'identification et à l'enrôlement. Et puis, pour ceux-là qui voudront peut-être être candidats aux différents échelons des élections. La plupart, donc si je peux dire, je ne sais pas si c'est exact, mais les grands pourcentages des Congolais ici en Afrique du Sud n'ont pas de documents. Il y a un grand problème au niveau des documents. Parce que j'ai vu là, il faut utiliser, il faut présenter les documents, carte consulaire, il faut utiliser les passeports valides, mais les grands nombres utilisent, donc les grands nombres sont encore les demandeurs d'asile. Cela va limiter beaucoup de Congolais d'être identifiés, d'être enrôlés, et même ceux qui ont des ambitions pour être candidats, de se présenter. Et s'il faut rentrer au pays, donc ça sera compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que la CENI a résolu, donc disons, quels sont les, donc disons, ce que CENI peut dire à cette catégorie de gens, sinon on serait vraiment limité. Et pour avoir même les documents, là, ici, c'est compliqué. Depuis la COVID 2020, on n'a pas, beaucoup de gens sont encore, on ne renouvelait pas ces documents-là. Je ne sais pas qu'est-ce que la CENI peut dire, étant que nous sommes retenus comme un pays qui va voter en 2023. Merci beaucoup. Ok, je donne la parole à Papa Gérard, comme ça il va essayer de brosser, de répondre aux questions de la CENI. Moi, je veux répondre à la question qui m'est destinée. Papa Gérard, vous êtes là? Oui, ça va, je suis là. Je suis là. Alors, première question, Maître Rosie, acheminement des kits. Je crois que j'ai dit tout à l'heure là qu'il y a les équipes de repérage vont aussi travailler avec l'ambassade et les pays autres, le ministère des Affaires étrangères, pour voir comment les kits vont entrer dans ce pays-là. Donc, je n'ai pas à dire ici comment ça va se passer, mais c'est une négociation qu'il faut faire avec ce pays. Et je disais que vous aviez aussi, vous, si vous voulez bien vous faire enrôler pour être électeur, à faire un plaidoyer au niveau des pays dans lesquels vous résidez, si ça a été retenu, pour que les kits, qu'ils acceptent assez facilement que les kits puissent entrer. Parce que nous allons recevoir les kits de Séoul, Corée du Sud. Il y a des kits qui viendront ici selon les 4 E que nous avons, notamment Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, et vous avez, je crois, ça doit être Nord Kivu. Vous avez tous ces 4 sites qui vont recevoir des kits et après on les déploie. Mais pour ceux qui viendront vers chez vous, là, il faudra d'abord obtenir l'autorisation pour voir est-ce que de Séoul, ça pourra passer directement dans vos pays ou ça arrivera d'abord ici, après ça soit redéployé vers chez vous. Mais je crois qu'on a en train de négocier pour trouver une solution. Alors, est-ce qu'on va tenir au délai d'organisation des élections? Ça, c'est Madame Curie. Mais bien sûr, hein, je l'ai dit, nous sommes optimistes. On est optimiste, on va tenir au délai, ne vous en faites pas, sauf s'il y a un problème s'il y a des problèmes qui s'imposent. Nous avions demandé qu'on nous donne des financements trimestriellement ou encore chaque 2 mois, de manière à ce que nous puissions planifier les opérations déjà à l'avance. Alors, le président vous avait
entendu, il est revenu pour dire il est en train de faire le suivi, surtout du côté du ministère des Finances, pour que les moyens nous soient dotés assez facilement et à temps. Et je dois vous dire que jusque-là, ça fait plus problème parce que peut-être que d'ici là, il y a, dans le pipeline, il y a des moyens, malheureusement, pour le mois de juin et juillet qui vont venir, alors que août, septembre, nous n'avons pas encore de... Nous faisons avec. Puisque le président est très optimiste, il est engagé, nous disons, nous aussi on est optimiste, c'est possible. Alors, en 13 mois, oui, mais c'est possible, c'est question de bien s'organiser. En 2011, on a eu 8 mois pour organiser les élections et là-dedans, on a fait la révision du fichier électoral. J'étais déjà dans les élections à ce moment-là déjà. Depuis 2002, j'étais dans ces histoires. Donc, j'observe, il est possible en 13 mois d'avoir des élections si on a tous les moyens et si on a aussi toute l'organisation logistique. On est déjà, il y a une équipe qui est déjà dans les contacts pour voir l'organisation logistique pour le transport de matériel, comment ça va se passer. En tout cas, on n'est pas inquiet par rapport à cela. Si toutes les conditions nous sont rassurées, je crois qu'on pourra s'en sortir. Alors, quelle est la communication pour les gens de Danemark, par exemple, qui ne vont pas, qui eux ne sont pas concernés? Nous n'avons pas une communication spéciale à faire. C'est un choix qui avait été opéré au regard des contraintes techniques, contraintes diplomatiques et contraintes politiques que nous avons. Et en même temps aussi, au regard du temps, parce que là, vous dites, est-ce qu'on va avoir des élections en 13 mois? Mais si on devait multiplier, avoir beaucoup de pays pour cette première expérience qu'on n'a jamais pu gérer au niveau de la diaspora, ça aurait été catastrophique. Je crois qu'il faut faire selon les moyens, selon les possibilités, selon ses capacités. Nous pensons que ces 5 pays vont nous donner la lumière sur ce que devraient être les élections pour les Congolais résidant à l'étranger à l'avenir. Donc, nous n'avons pas une communication spéciale à faire et c'est pas, étant donné qu'on est un peu dépassé par trop de défis, il est difficile de penser leur assurer qu'on va encore venir en Danemark. Nous avons pensé prendre des pays où il y a une grande affluence des Congolais, même si je sais qu'en Grande-Bretagne, il y a aussi affluence, mais en tout cas, on a préféré prendre ces 5 pays-là, où les négociations pourraient paraître aussi assez faciles. Alors, quelle communication en termes d'information? Il y a un programme de sensibilisation qui est en train de se penser avec des messages adaptés pour les Congolais résidant à l'étranger. Au moment venu, je vous ai dit qu'on va aussi identifier les associations de Congolais résidant à l'étranger qui vont être impliquées dans la sensibilisation des pairs. Ça signifie que l'équipe de repérage va identifier des associations et voir comment travailler avec ces associations et les former pour sensibiliser et informer sur les élections au profit des Congolais résidents à l'étranger. Donc, il y a des messages spécifiques. Alors, pour Madame Joël Judith, mécanisme pour atteindre facilement les femmes, en fait, pour la CENI, les mécanismes pour atteindre facilement les femmes sont bien déterminés dans notre politique genre et diversité électorale. Mais je crois que pour l'enrôlement des électeurs, nous sommes en train de penser à voir, selon les possibilités et les difficultés, surtout pour ici, sur place, on va avoir un jour où on va recevoir prioritairement les femmes, les personnes vivant avec handicap et les jeunes, de manière à ce qu'elles puissent se faire enrôler par nombreux. Et je ne sais pas, chez vous, Congolais résidant à l'étranger, c'est à vous de voir quels sont les problèmes qui sont les vôtres, femmes, à ce niveau-là, et de voir qu'est-ce que vous faites comme proposition pour que votre enrôlement soit beaucoup plus facilité, de manière à ce que nous puissions en fait prendre ça en compte. Donc, examinez la question, faites-nous des propositions, ça sera les bienvenus, et je crois qu'on pourra tenir compte de cela, réceptivité oblige. Pour Madame Chantal en Afrique du Sud, évidemment, vous avez raison. Nos équipes de repérage sont déjà là-bas. Ils ont commencé à Pretoria. Ils ont eu une réunion avec l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. L'un des problèmes que l'ambassadeur a évoqué, c'est que la majorité des Congolais là-bas sont des demandeurs d'asile. Alors, comme demandeurs d'asile, on n'a pas la possibilité de pouvoir se faire enrôler. Et il demandait que la CENI puisse un peu revoir la possibilité pour que cette catégorie-là soit aussi prise en compte. Mais j'aimerais dire déjà ici que la CENI est tout à fait astreinte à la loi. Si vous prenez la loi portant identification et enrôlement des électeurs en vigueur, dans son article 10, alinéa 3, on vous dit que ne peut avoir la qualité d'électeur que celui qui présentera soit son passeport, soit sa carte consulaire
cumulativement, ça veut dire avec sa carte de séjour. C'est ça ce qu'on demande. Alors, nous ne pouvons pas agir en dehors de la loi, à moins qu'il y ait une autre mesure qui soit votée au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous tenons à avoir des élections crédibles. La crédibilité des élections, c'est la manière dont la CENI agit et applique la loi. La CENI ne peut pas agir autrement, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé ça, c'est l'Assemblée nationale. Donc, je crois que s'il y a une négociation, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, encore que ça risque d'être tout à fait tard et impossible, étant donné que nous courons derrière le temps. Alors, oui, je crois que c'est la question que notre Chantal a posée. C'est ça. Je m'arrête là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. À toutes les questions. Merci beaucoup. Je réponds directement à Madame Odia qui a parlé des outils nécessaires pour que vous puissiez convaincre d'autres femmes à adhérer, je ne sais pas, dans des partis politiques et autres, ou Attends, je n'avais pas compris. Des outils nécessaires, voilà. En parlant des outils nécessaires, c'est-à-dire, vous parlez de l'accompagnement. Nous, à notre niveau, déjà, ce que nous faisons, vous donner les informations nécessaires, les bonnes informations concernant le processus électoral, c'est déjà une sorte d'accompagnement parce que la personne qui a une bonne information saura quoi faire avec ça au moment opportun. Et surtout que vous pouvez être soit candidate, soit vous-même vous restez électrice. Alors avec les informations que nous donnons, nous donnons directement auprès nous vous donnons provenant directement de la centrale électorale, ça vous permet de vous mettre en ordre utile pour soit affronter votre aspect de candidate ou continuer à être électrice et sensibiliser d'autres parties prenantes ou d'autres couches de la population pour que les processus électoraux ou la forte participation de la femme soit vraiment effective pendant ces processus. Voilà un peu ce que je peux vous dire présentement, mais les différentes, en fait, l'accompagnement va continuer. Ça, c'est une première, on a tenté. Nous allons continuer. Il y aura une deuxième, une troisième, selon que les besoins se fait sentir. Alors, pour l'instant, on est obligé de couper, d'arrêter avec cet atelier parce que le temps n'est pas à notre faveur. Nous sommes obligés d'arrêter ici et projeter une nouvelle, un nouveau atelier prochainement. Surtout en tenant compte de votre disposition et votre emploi d'État. Nous tenons aussi à remercier directement M. Gérard pour son accompagnement, pour ces différentes interventions. Merci à la CENI de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous aussi, les mamans qui étaient là, qui avaient accepté de se faire accompagner. On a pris en compte vos demandes. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Merci aussi au président Paul qui est vraiment là. On sent la Ligue des électeurs, la Ligue des électeurs là en train de nous accompagner. Merci et à la prochaine. Bye. Bye. Ok, merci. Merci, bye. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.